Monsieur Guigène, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour ce symposium sur l'économie, le management et la transdisciplinarité. Notre préoccupation, vous l'aurez compris, c'est à travers nos réflexions de contribuer à un monde qui soit plus humain. Et entre les machines et les hommes, les choses ne se passent pas toujours très bien. Et quelquefois, on a le sentiment dans les entreprises d'un travail déshumanisé. Alors, le travail dans les entreprises, vous le connaissez bien parce que vous êtes ingénieur, vous avez fait votre carrière dans la sidérurgie et dans la métallurgie. Ça vous a conduit dans plusieurs pays du monde où vous vous êtes donné comme mission de mettre en œuvre ce que vous appelez la démarche compétence et qui vise à rendre l'homme au travail plus maître de ce qu'il fait, à la fois avec davantage d'autonomie, de prise de responsabilité et de sens donné à ce qu'il fait. Alors, dites-nous, Monsieur Gênes, comment en êtes-vous venu à cette démarche et en quoi consiste-t-elle? Bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation et en peu de temps, je vais essayer d'appuyer sur les points durs. Alors, cette démarche a commencé dans une usine qui existait depuis très longtemps et qui rencontrait ses premières difficultés. Et j'avais choisi d'aller dans cette usine pour être confronté à ces difficultés et voir comment on pouvait s'en sortir. J'étais jeune à l'époque. Et c'est là qu'on a, avec la direction de l'époque, euh, constaté que le personnel était faiblement qualifié alors qu'on fabriquait des produits très pointus, que les organisations étaient encore très tayloriennes, ce qui est encore aujourd'hui le cas, bien qu'on ne le dise pas. Et donc on a mis en place, parce que ça nous paraissait évident à la fois sur le plan humain et sur le plan de l'efficacité industrielle, d'avoir des gens plus compétents et de travailler, de leur permettre de travailler en équipe et de s'exprimer. D'où ce qu'on appelait plus tard la logique compétence, parce qu'on changeait complètement de logique entre la logique de poste et la logique qui était plutôt une logique de travail en commun. Aujourd'hui, on dit démarche compétence, parce que c'est une véritable démarche et que le temps dans cette démarche est un point important. Alors, je commencerai pour dire qu'est-ce qu'on appelle par démarche compétence. La démarche compétence, c'est quoi? Alors, ce que nous appelons démarche compétences, ça va bien au-delà de la gestion des compétences. Le point essentiel, c'est que on passe d'une organisation très parcellisée à une organisation où on travaille par équipe. Et on passe essentiellement, enfin, ce qui est un point très important, c'est qu'on passe d'une compétence individuelle à une compétence collective. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a besoin de faire de la formation. Et la formation, c'est la formation classique, mais c'est aussi beaucoup la formation sur le terrain et sur la formation entre personnes. Ce qui suppose un complet changement d'état d'esprit. C'est plus le chef qui dit tout, c'est plus le chef qui commande tout, c'est l'équipe qui propose, qui, au lieu que chacun soit dans son coin à faire son travail de façon jalouse pour garder ses prérogatives, il faut que tout le monde coopère, se fasse confiance et crée ainsi un vrai travail d'équipe et des équipes qui sont de plus en plus autonomes. Donc, c'est le point essentiel de la différence entre le travail d'avant et le travail d'aujourd'hui. On tourne le dos, on tourne le dos à la parcellisation du travail. Les premiers à avoir inventé ça, c'est pas nous, c'est les sports d'équipe. J'ai souvent invité des entraîneurs d'équipes de foot et de rugby pour leur expliquer comment ils manageaient ou
quelle différence il faisait entre l'organisation antérieure et l'organisation actuelle. Quand vous êtes sur un terrain de foot, il y a certes des gens qui sont capables de marquer plus de points, de buts que d'autres, d'autres qui sont plus capables de défendre, mais la notion d'équipe est capitale. Ce n'est pas une juxtaposition de compétences. Tout le monde doit être capable de marquer des buts, tout le monde doit être capable de défendre. Alors, je cite ça, c'est parce que parmi nos usines, il y en avait une qui était très connue, qui était Guignon, où il y avait une petite équipe de foot qui gagnait tout, parce qu'ils avaient ce type de fonctionnement. Donc voilà, je dis ça, c'est pour aller vite sans rentrer trop dans le détail. Un autre point qui est important, c'est en ce qui concerne ce qu'on appelle la performance dans une entreprise. Bien souvent, on parle de la performance comme étant combien vous gagnez, quel est votre résultat. Là, la performance, et puis la performance, on parle de la performance des personnes. Là, on passe à une performance qu'on va appeler globale. Une performance qui est la performance de tout le monde. Et c'est tout à fait capital de passer de cette performance individuelle à une performance globale qui, pour se produire, nécessite un changement complet d'organisation. Et ça aussi, c'est compliqué. Ça aussi, c'est compliqué. Alors, je regarde mes papiers pour éviter d'oublier des choses, mais aussi, dans cette démarche compétence, euh, la performance globale, c'est pas que la performance économique. Nous, on avait, dans la sidérurgie, il y avait par exemple un taux d'accident qui était très élevé. Ben, la compétence globale, c'est tout ce qui concerne la sécurité, le travail en équipe, les économies d'énergie ou de matière, c'est toutes les idées qu'on peut avoir en travaillant ensemble, c'est écouter les autres, c'est éviter que les choses s'enveniment en permettant aux gens de s'exprimer. C'est pas uniquement le chef qui convoque ses collaborateurs, mais c'est les collaborateurs qui parfois convoquent le chef, pour dire voilà chef, il y a quelque chose qui ne va pas, on voudrait en parler. Alors tout ça, ça a l'air de rien, mais ça demande du temps parce qu'il faut changer les esprits, il faut changer la façon de faire. Et comme je dirais, à la fin de cet exposé, il y a deux points majeurs qui sont des grands freins. C'est le problème du pouvoir et le problème du temps. Alors, performance globale, c'est vraiment la performance de tout le monde et dans tous les domaines et pas uniquement économique. Alors, je voudrais aussi insister sur un point, parce que c'est une objection que parfois les patrons nous font, ou font encore, mais je pense de moins en moins, c'est que souvent on disait, ah, on fera du social quand quand les résultats sont bons. La priorité, c'est de faire en sorte que les résultats soient bons. En fait, c'est une absurdité de dire cela, parce que les résultats sont d'autant meilleurs que le personnel est content de faire ce qu'il fait, que l'ambiance est bonne, que les gens sont compétents, qui s'aident. Donc la performance sociale aide à améliorer aussi la performance économique réciproquement. Bien sûr que si l'entreprise ne gagne jamais d'argent, elle finira par fermer. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Bon, alors, je vais dire quelque chose tout de suite, donner une définition. Qu'est-ce que la compétence? Alors, on a des définitions qui sont longues et à non plus finir, mais la compétence, enfin, on peut donner une définition simple. Nous avions donné une définition simple qui est facile à retenir et qui est opérationnelle. On dit la compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un savoir-faire, c'est ce qu'on a appris à l'école ou ailleurs en formation, c'est ce qu'on a appris sur place, c'est l'expérience qu'on a, c'est les comportements que l'on a qui permettent de travailler ensemble. Ça, c'est du savoir-faire. C'est facile à comprendre, encore que il faut savoir que le savoir-faire, ce n'est pas son savoir-faire à soi tout seul,
c'est le savoir-faire aussi des autres. Opérationnel, ça veut dire que le savoir-faire, il est nécessaire, utile à l'entreprise dans laquelle on travaille, à l'administration dans laquelle on travaille, que ce soit pour fabriquer des objets ou pour produire des services. Donc, opérationnel, ça veut dire que je peux être un très très bon musicien, ça ne servira pas forcément à faire des contacteurs ou des voitures. Valider. Alors, savoir-faire opérationnel, valider. Valider, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait la preuve, qu'on a fait la preuve de ses compétences en situation de travail. Et en particulier, il ne faut pas se tromper, le diplôme, ce n'est pas une compétence, c'est une présomption de compétence. Et comme on dit souvent, on apprécie le savoir-faire des gens au pied du mur, voire en haut du mur, pour avoir fait la preuve qu'on est capable de faire ce qu'on dit savoir faire. Donc, la compétence est un savoir-faire opérationnel validé. Et la compétence collective, c'est le mariage de toutes ces compétences au sein d'une organisation ad hoc qui permet de les marier, de les multiplier, de les augmenter, de faire en sorte que tout le monde fait partie de la même équipe et c'est tout le monde qui arrive au- à l'objectif que l'on souhaite. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça produit, la compétence? Quels sont les points majeurs? Non, je vais faire pas, je vais peut-être faire une petite liste à la Prévert, mais je vais quand même insister sur un certain nombre de points qui nécessitent là toute enfin, l'attention et le temps nécessaires pour mettre la démarche en place. Alors, d'abord, je dirais, on n'est plus dans une logique de poste, mais dans une logique de métier. Et des métiers complets à spectre large. Il ne s'agit pas de savoir seulement la technique, mais comme je disais, la performance globale, c'est la sécurité, c'est la qualité, c'est tout ça. Ça nécessite des compétences et ça nécessite qu'on donne la possibilité aux gens de s'exprimer et de les mettre en œuvre en équipe. Donc, des métiers complets à spectre large. On ne parle plus de postes de travail, mais de métiers complets. Ça nécessite que tout le monde accepte d'avoir plus de responsabilités. On est responsable de son boulot. Plus de coopération entre tout le monde, y compris avec sa propre hiérarchie et sa hiérarchie avec ses propres équipiers. Ça demande aussi de la solidarité. Il ne faut pas se tirer, faut pas qu'il y ait une compétition entre les gens tels qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Ça demande aussi plus d'autonomie. Et qui dit plus d'autonomie, par voie de compétence, en conclusion, enfin, ce qui en découle, c'est moins de hiérarchie. On n'a plus des petits chefs pour dire, voilà, il faut faire ceci, il faut contrôler ceci, il faut contrôler cela. Donc, moins de hiérarchie aussi. Ça, c'est pas toujours facile à comprendre et à faire fonctionner, parce qu'il faut pas supprimer de la hiérarchie avant que les gens soient capables d'être autonomes. Donc, tout ça aussi, ça prend du temps. Donc, je me répète, là, c'est la démarche compétence s'oppose radicalement à toute parcellisation. Encore un point important, et là c'est encore plus difficile à mettre en œuvre, c'est que le mode de rémunération change aussi. Aujourd'hui, on est payé en fonction du poste qu'on occupe. Et cette notion de poste, même si on veut la bannir, tout le monde parle de poste. Quel poste tu as, quel poste vous avez, qu'est-ce que vous faites? Donc, ce n'est pas le poste qu'on paye, puisque la notion de poste disparaît. On parle de métier, on parle d'équipe. Donc, la rémunération, elle est basée individuellement, sur les compétences dont on a fait la preuve, qui sont validées, comme je disais tout à l'heure, mais aussi, il faut être intéressé à ce qu'on a réussi à faire en progrès de là où on est, en réduction de coûts, en amélioration des conditions de travail, en réduction des accidents, en réduction d'énergie.
Et puis aussi, et ça existe déjà, mais pas très développé, ce qu'on appelle l'intéressement aux résultats de l'entreprise. Alors, on en parle beaucoup en ce moment. Si une entreprise fait des résultats importants, il est normal que ça aille aussi dans la poche de ceux qui ont réussi et permis ces résultats. Donc, changement assez fondamental du mode de rémunération. C'est pas facile là non plus. Donc, on voit bien que la démarche compétence, c'est autre chose, vraiment autre chose que la gestion des compétences. Ça va bien au-delà, puisque ça va jouer essentiellement sur l'organisation du travail et sur le mode de management. Ça suppose aussi, enfin, c'est toujours évident à dire, mais c'est pas évident à faire, un mode de dialogue social assez différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Souvent, on parle de dialogue social, c'est la direction qui discute avec des responsables syndicaux. Bien sûr, mais le dialogue social, c'est tout au long de la ligne hiérarchique. C'est le dialogue déjà entre les salariés, les fonctionnaires, entre eux, qui puissent dialoguer, qui puissent dire ce qu'ils ont envie, qui puissent dire à leur propre chef. Dans le dialogue social, c'est tout au long de la ligne hiérarchique. Et ce n'est pas simplement des discussions entre chefs. Il faut parler du vrai travail. Et le vrai travail, c'est au ras des pâquerettes, si je puis dire. Et c'est là que les gens doivent pouvoir s'exprimer en toute liberté et apprendre à s'exprimer, apprendre à dire des choses. Ça aussi, c'est des compétences supplémentaires que parfois les gens ont et ne savent même pas qu'ils les ont et n'osent pas les mettre en œuvre. Et en général, donner la parole aux gens, on s'aperçoit qu'ils sont capables de l'apprendre. Donc, c'est une façon, je dirais, nouvelle de dialogue. Et les syndicalistes, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les entreprises, dans cette démarche, ils jouent un rôle nouveau. Et ça, c'est important aujourd'hui d'avoir un rôle beaucoup plus positif vis-à-vis de tout le personnel dont ils sont les représentants. Et ça demande aussi, de la part des directions aussi, de sortir de, de cette façon de faire habituelle qui est un peu la bagarre par principe. Donc, c'est un point important qui demande un changement dans le dialogue social, dans le comportement des patrons et dans la façon de gérer ce dialogue tout au long de la hiérarchique. Bon, je ne sais pas combien j'ai pris de temps, mais je vais finir là pour laisser la place à la discussion. Deux points majeurs qui sont des freins énormes, le pouvoir et le temps. Le pouvoir, ben, c'est très difficile de changer sa façon de gérer son pouvoir et de l'exercer. Comment, comment décentraliser? C'est pas évident. C'est la nature humaine et dans tous les pays du monde, c'est aussi comme ça. On est jaloux de son pouvoir. Et le temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande plusieurs années. Et je m'arrêterai là-dessus parce que là, il faudrait en parler beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais on peut répondre aux questions. Vous avez le temps, vous avez le temps. Alors, j'aurais quand même une question, Monsieur Guigène. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette démarche compétence, moyennant quoi le poste d'un salarié aurait été transformé en un métier plus global et un rôle mieux reconnu dans l'entreprise et même hors de l'entreprise. Vous avez publié plusieurs livres et vous décrivez beaucoup d'exemples qui vous ont frappé. Je pense à celui de ce petit de ce sidérurgiste qui était au pont roulant et dont le travail a été complètement transformé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des effets de votre démarche sur les comportements et sur, j'allais dire, le plaisir au travail, le plaisir de contribuer? Oui, alors là, vous faites allusion à un des premiers exemples très complets pour montrer que à la fois les changements importants, mais que la démarche compétence ne garantit pas la perpétuité
perpétuité, la pérennité indéfinie d'une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas forcément quelque chose qui existera encore pendant des siècles. Alors, cette expérience était dans une entreprise sidérurgique au bord du Rhône et régulièrement, dans cette entreprise, enfin, qui était organisée suivant les modes classiques, ça marchait bien, mais c'était tellurien. Il y avait des aodistes, il y avait des pontiers, et chacun, le pontier conduisait son pont, celui qui a été au four, il conduisait son four. Et les pontiers, enfin, c'est capital, puisque c'est eux qui font la manutention entre trois ateliers, l'atelier où il y a les matières premières, l'atelier où on fond et on traite le métal liquide, et l'atelier où on coule pour faire des brames, où on coulait pour faire des brames. Et les pontiers, petit métier, pas très qualifié, et ben, de temps en temps, ils se mettaient en grève parce qu'ils n'étaient pas contents. Alors, quand on n'est pas content, on dit on n'est pas content. Et comment ça se traduit par la plupart du temps, ou comment ça se traduisait la plupart du temps? Ah, ben on va trouver une prime pour une prime de travail en hauteur, et puis après, ah, une prime de 6 mois après ou un an après, ah, une prime de saleté, et puis, mais le boulot ne changeait pas. Et puis quand on a mis en place, enfin quand on a décidé de mettre en place cette fameuse démarche compétence, on m'avait invité à aider la direction à trouver des solutions autres que ces palliatifs, ces sparadraps qu'on mettait sur un coin, et qui n'empêchaient pas que les gens n'étaient toujours pas contents. Et donc on était nombreux dans la salle, il n'y avait pas que les grévistes, parce que il n'y avait que les grévistes qui étaient ils étaient, je crois, 3 fois 3, 9, une douzaine, et ils mettaient en carafe une usine de 600 personnes. Et les autres n'étaient pas en grève. Et de fil en aiguille, j'avais suggéré, mais d'après vous, quel est votre métier? Alors, le premier qui a pris la parole, c'était pas un gréviste. Il a dit, moi, je suis pocheur. Ah, pocheur, qu'est-ce que c'est que pocheur? C'est un gars, mais c'est pas. Tous ses copains ont dit, mais c'est pas un métier, ça, pocheur. C'est ton poste de travail, d'accord? La poche, c'est la grande cuve dans laquelle on met plusieurs tonnes de métal liquide. C'est quand même, bah, il faut que ça, faut pas que ça perce. Mais ses copains lui ont dit, bah, pocheur, tu dis ça à tes parents, à ta sœur, à ton cousin, les journalistes. Et on dit, qui c'est ce gars-là? Il passe sa vie à mettre les mains dans les poches. Alors, le gars, il dit, mais c'est pas mon métier, c'est quoi ça alors? Bah, il dit, bon. Puis il y en a Pontier qui dit, mais moi, ça m'intéresserait de faire ce que tu fais là, d'apprendre à faire ce que tu fais. Et alors, de fil en aiguille, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le métier? Et ce fameux pocheur avait dit, mais alors, et vous, c'est quoi votre métier? Et puis il y en a un qui a fini par dire, mais nous, on est aciéristes. Ah, aciériste, ouais. Tout le monde a dit, ah ben ça, on est aciériste, c'est vachement bien ça. Si on dit à tout le monde, on est aciériste. Et le pocheur, il a dit, ouais, mais aciériste, ça voudrait dire qu'on sait tout faire dans l'acierie. Il faudrait au moins être ingénieur. Alors il y en a qui disent, t'inquiète pas, c'est les seuls qui n'y arriveront jamais. Et de fil en aiguille, ils ont dit, il faut trouver d'autres façons de travailler. Et donc, ils ont fait une espèce de un référentiel de toutes les compétences qui pouvaient enfin, être utilisées ou nécessaires pour faire fonctionner une aciérie. Et ils se sont aperçus enfin, ils ont proposé de dire, ben, il faudrait qu'on apprenne les uns les autres à s'apprendre des choses, il faudrait qu'on voit les difficultés des uns et des autres. Et le poste de pontier a disparu en tant que tel. C'est devenu une activité que tout le monde pouvait faire en fonction des circonstances, des besoins, des présences des uns et des autres. Et de cette façon, ils ont bien fait un référentiel d'aciéristes. Alors tout le monde ne savait pas tout faire, mais tout le monde était capable d'apprendre au-delà de ce qu'ils savaient faire d'autres choses techniques, mais aussi ils ont appris à faire leur propre planning de congés, par exemple. Ils ont appris à se former les uns les autres. Le chef de service
n'a plus besoin d'avoir de chef d'équipe pour. Donc, ça a complètement changé le métier. Et il n'y a plus de grève de pontier, puisque le métier de pontier. Alors, tous les pontiers ne sont pas devenus des grands aciéristes, mais ils ont appris à faire autre chose. C'était moins pénible, c'était moins monotone, et ça a complètement changé l'ambiance de cette usine. Et cet exemple avait été pris en compte pour faire, je ne sais pas quel concours au niveau français. Ils avaient remporté le prix du management. Les ouvriers, pas le directeur. Voilà, bah, c'est un peu plus long que ça dans le bouquin que j'ai écrit, mais il y a 45 exemples de ce type-là Et dans le est-ce que vous bouquin. pouvez en décrire un autre parce que c'était extrêmement éclairant. Je vais en citer un truc plutôt humoristique. Parce que j'ai dit, la meilleure façon de convaincre les autres, c'est de faire témoigner ceux qui ont vécu cela. Alors, on avait l'habitude d'aller dans des usines, tous les mois, on allait dans une usine. Alors, il y en avait de 200 à 300 personnes à 3000 personnes hein, dans ces usines. Et chacun venait dans cette usine et on faisait des réunions pour expliquer aux autres comment ça se passait et puis voir dans cette usine, dans le détail, comment ça se passait. Et à une usine, c'était dans le centre de la France, je crois qu'il devait y avoir 300-400 personnes, des laminoirs. Le directeur, c'était un gars qui fonçait, qui marchait bien, et puis qui avait envie de bien fonctionner. Il était très curieux de pouvoir faire ce qu'on voulait faire par cette démarche compétence. Et alors, il se trouve qu'il nous fait visiter l'entreprise, et puis on se retrouve, et puis j'avais invité un ouvrier de l'usine que tu connaissais, que tu connais bien, que vous connaissez bien, et qui fait un topo sur comment ça fonctionne dans son usine. Bah, il dit, voilà, les gens travaillent en groupe, le patron, il vient nous écouter, on a de la formation. Donc, il expose un truc mieux que je suis en train de le faire. Et le directeur, qui n'était pas là au début, arrive parce qu'il est en retard. Il entend ce gars-là en train de parler et raconter des choses tout à fait intéressantes et qui l'étonnent. Alors, quand le gars s'arrête à un moment donné, il dit: Ah, ben monsieur, là, excusez-moi, j'étais pas là. Mais qui vous êtes là? Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ah, ben il dit: Je suis ouvrier à Infi. Ah bon, vous êtes ouvrier? Ah, j'ai cru que vous étiez ingénieur ou consultant. Ah, il dit: Non, non, j'ai un B. Alors, je sais pas si j'ai un bac technique ou je sais pas. Mais il dit: Ah, bravo, hein, ce que vous expliquez là, c'est vraiment bien, hein, bravo. Hein. Oh, il dit: Monsieur, vous savez, hein, ce que je vous raconte, hein, c'est du GBS. Hein. Ah bon, il dit: GBS, c'est quoi? C'est une nouvelle technique? Il dit: Non, non, monsieur, c'est du gros bon sens. Bravo. J'aurais une question, cher monsieur Guigel. Euh, Vous m'avez fait penser d'une part, au changement de paradigme. Et je disais en prof de philo à mes élèves, ce qui justifie ma présence, ce n'est pas un pouvoir, c'est ma compétence, c'est un savoir. Et c'est parce que j'ai étudié plus longtemps que vous ce savoir que je suis là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à m'apprendre. Donc, on est dans une situation d'apprenant ensemble, les uns, il y a plus longtemps que les autres. Et je déplaçais mon paradigme du pouvoir vers le savoir à partir d'une inspiration d'Emmanuel Lévinas dans Entre nous ou le penser à l'autre, où il dit l'humain ne s'offre qu'à une relation qui n'est pas un pouvoir, c'est-à-dire une relation qui est un savoir. Et j'étais très intéressée quand vous avez parlé de la difficulté du pouvoir et peut-être ce qui pourrait nous aider. C'est à évaluer les gens qui nous dirigent, non pas en fonction du pouvoir qu'ils exercent, mais du savoir qu'ils détiennent. Oui, c'est pas simple à répondre à votre question. Parce que le savoir n'est pas un pouvoir.
Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose Oui, ou de transmettre quelque chose. Il y a des gens qui ont beaucoup de savoir et qui sont infichus de créer une ambiance, de prendre une décision. Et vous avez des gens qui ont fait des écoles extraordinaires oui. et qui n'arrivent pas à piloter, à manager, à être des entraîneurs d'une équipe de foot. Mais est-ce qu'ils ont vraiment un savoir à ce moment-là? Ils ont des savoirs, mais qui ne savent pas mettre en œuvre pour les transformer en pouvoir transmettre quelque chose. Je comprends. Moi, je pense que c'est tout à fait capital parce que, alors des fois, enfin, pour prendre des patrons, ben, je ne réponds pas tout à fait vraiment à la question, mais je répète, Oui, on ne demande pas, parce que des patrons, enfin, quand on a dit le patron, c'est une façon de parler, c'est quelqu'un qui a une responsabilité. Et bon, partout, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui anime, qui est un peu responsable, bon, qui sait animer, qui sait animer. Vous pouvez avoir de très bons animateurs en métallurgie qui ne connaissent pas grand-chose à la métallurgie. Ils ont, ils ont le pouvoir d'animer les autres. Moi, je me souviens, je vais citer encore un exemple. Je fais un peu du zigzag là. On avait un chef d'atelier qui avait un CAP. Et à 45 ans, il était chef d'atelier. Il était responsable d'une centaine de personnes. Il avait un CAP. je vois très Alors, bien ce que c'est. Les CAP et les BEP, c'était un encore moins. CAP, voilà, un CAP, enfin, c'est pas un bac. C'est moins qu'un Non, bac. loin Bon, de là. voilà, loin de là. Mais il avait quand même, avec son expérience, il avait appris des choses. Il avait suivi des cours dans l'usine, il avait appris des choses. Il était loin d'être idiot, c'était un type très intelligent. Il n'avait pas beaucoup de diplômes, il n'avait pas beaucoup de savoir technique. Et un jour, dans cette usine où on avait mis en place, c'est l'usine aussi que connaît notre animateur là, Oui. qui m'interviewe là, euh, on embauche un BTS, un jeune BTS, Oui, pour cet atelier, sous les ordres de ce chef d'atelier. intéressant. Intéressant. Et ce chef d'atelier, il avait moins de savoir que ce BTS. Et il lui disait, voilà, il y a un problème là, Gérard. Moi, je ne sais pas le résoudre, mais toi, tu as le savoir pour le résoudre. Et tu vas m'expliquer comment tu le résous. Et si tu n'y arrives pas, je vais t'engueuler. Et bien voilà, c'est un chef. Il avait du pouvoir, il n'avait pas tous les savoirs que l'autre dont il avait la responsabilité. Je comprends, je comprends. Donc, c'est assez, on est dans le fuzzy, dans le gris, hein, entre le savoir et le pouvoir. Parce qu'il peut y avoir des abus des deux côtés, hein. Absolument, Il peut y absolument. avoir des abus tant au niveau d'une possession d'un savoir, un abus de pouvoir, et il peut y avoir aussi un abus de l'ignorance, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas le savoir, mais j'ai le pouvoir et je vous manipule. Oui, oui, oui. Parce Non, mais que quelqu'un qui n'a pas les savoirs et qui a les pouvoirs, comme vous dites, oui, là, je vais t'engueuler si tu ne fais pas les affaires, mais c'était très humain et on sent que cette personne qui avait un CAP qui dirigeait la personne qui avait un BTS avait un réel savoir absolument, sur le absolument. terrain. Il Mais savait conduire les ébaunes. quand on se retrouve avec des chefs qui sont moins formés que nous et qui ont du pouvoir, mais qui ont moins de savoir que nous, et qui nous disent de faire des choses qu'on sait qu'elles ne sont pas correctes et qu'eux ont le pouvoir. On n'a pas toujours l'occasion d'une désobéissance civile. Je prends par exemple les accidents d'avion où le pilote a pris en otage l'avion. Vous savez, il y a eu un accident dans la German Airlines d'un pilote qui s'est suicidé, il s'est enfermé, il a jeté l'avion contre les Alpes et tout le monde est mort. Je pense que plus de 100 personnes sont mortes et il n'y a pas eu de possibilité de
contenir cette situation, de désamorcer la bombe qui était devenue ce pilote dans l'avion. Donc, on voit qu'il avait le pouvoir, mais pas le savoir nécessaire à ce moment-là. Il était pris par une dépression. Il n'avait pas eu le droit de monter, il était quand même monté à bord. Et la catastrophe est arrivée. Donc, je pense que des deux côtés, il faut qu'on soit vigilant. Mais c'est plus que vigilant. Ce que vous citez là, c'est le problème majeur qui empêche d'aller vers ce que j'appelle la démarche compétence. Le Oui. problème du pouvoir est un problème majeur pour les deux raisons que vous évoquez. Parce que même si j'ai du pouvoir, même si j'ai de la compétence, même si j'ai du savoir, je ne dois pas abuser de mon pouvoir. Vous avez des gens qui ont le pouvoir, qui dans la situation actuelle est tout à fait justifié, et ben c'est très difficile de leur faire admettre de faire ce qu'on appelle la subsidiarité, de laisser faire aux autres ce qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes et de ne pas le faire à leur place. Ce que vous dites, c'est un des gros points majeurs qui empêchent d'aller vers ce qu'on appelle la démarche compétence. Et le deuxième point que j'ai cité, c'est le temps. C'est les gens qui savent tout, qui réfléchissent plus vite que les autres. Ils ne sont pas patients. Ils n'acceptent pas de faire quelque chose qui peut être un peu moins bien que ce qu'ils voudraient qu'on fasse, mais si c'est les... Il y a, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, quand on ne sait pas, on dit que c'est Lao Tzu, je ne sais pas, dit, quand un chef a bien réussi une affaire, le peuple dit c'est nous qui l'avons fait. Voilà. Oui, exactement. Ça peut être le mot de la fin de Guy Gène. Euh, Merci pour cette expérience qui est une expérience concrète et qui bouleverse l'entreprise parce que ça bouleverse l'exercice du pouvoir par le manager, ça transforme le rôle, la mission, j'avais envie de dire, de chacun dans l'entreprise. Ça redonne du sens à son travail parce que son travail s'insère dans quelque chose de plus grand, ça le fait grandir en quelque sorte, mais c'est une véritable révolution, on pourrait dire, dans l'entreprise et qui libère l'homme au travail des contraintes qui lui viennent de la machine et surtout d'une organisation qui a été pensée non pas pour des humains mais pour des robots finalement. Hein. Un grand merci pour cette contribution à notre symposium. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir.